Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, on commencera comme tous les vendredis avec l'art à la une, avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. On reviendra sur les actualités du monde de l'art en ce début d'année. Et nous enchaînerons ensuite avec l'interview de Thomas Sédou, fondateur de Sédou et associé Fine Art, avec qui nous parlerons du processus de garantie lors de vente aux enchères proposé par certaines maisons de vente, un processus qui peut avoir dans certains cas un impact direct sur les prix de vente des œuvres. On en parle dans un instant. Et ensuite, dans Enjeu Patrimoine, on change radicalement de sujet. On s'intéressera aux dons aux candidats à la présidentielle, alors que 2022 sera donc l'année de l'élection présidentielle française. Militant ou non, quel impact de faire un don à un candidat? Quelle fiscalité? Peut-on récupérer éventuellement son capital s'il est élu? Autant de questions que nous aborderons avec Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocats. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on commence donc avec l'art à la une, le rendez-vous donc du monde de l'art et des actualités du monde de l'art dans Smart Patrimoine tous les vendredis. Et on en parle avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur ces questions au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue pour ce premier art à la une de 2022. Et on commence donc avec des bilans pour cette première semaine de l'année. Oui, les résultats des maisons de vente 2021 sont tombés, des résultats très satisfaisants. La plupart sont des progressions à 2 chiffres. Dans le trio de tête en France, nous avons d'abord Sotheby's qui récupère sa première place, 424 millions d'euros de volume de vente publique en France. Et les résultats mondes est énorme, 7,3 milliards de dollars. C'est le plus haut total de la société en 277 ans d'existence selon Sotheby's. Puis je reviens en France, coude à coude, on a Christie's avec un résultat de 420 millions d'euros. C'est le deuxième meilleur résultat de Christie's France depuis sa création il y a 20 ans. Alors c'est un résultat tiré par notamment La Vengeance, un tableau de René Magritte de la collection de Francis Gross. C'est l'œuvre la plus chère vendue cette année en France pour 14,5 millions d'euros. Et aussi le résultat de Christie's est porté par la vente Périnet de cet été qui a fait 66 millions d'euros. Et enfin, troisième position, Art Curial, 169 millions d'euros de résultats, plus 13% cette année, tiré par une œuvre originale de Hergé pour 3 millions d'euros, une Matra, 7 millions ou encore un Larionov, 3 millions d'euros. Ensuite, en quatrième position, on a la maison de vente Agut, 77,5 millions d'euros. C'est la meilleure année jamais enregistrée, plus 17% par rapport à 2019. Et juste en dessous, Milon, la maison de vente qui a fait 74,4 millions d'euros. Et enfin, autour des 40 millions de chiffre d'affaires, on a Tajan, Piazza, Ader, qui sont toutes en progression cette année. Et malgré les nombreuses difficultés qu'on connaît de l'année 2021, les ventes numériques ont vraiment porté leurs fruits. Donc si elles n'affichent pas toutes des records historiques, l'activité des maisons de vente aux enchères se porte bien quand même en 2021. Une très belle année 2021. Une très belle année 2021. Et ben on reste sur l'année 2021, on continue avec les bilans, mais on va parler des NFT, ça tombe bien, on en parle rarement dans cette émission. On arrive un peu mieux à situer ce marché, Sybille. Voilà, c'est une étude en fait de Chainalysis qui permet de mieux appréhender le marché des NFT qui a beaucoup bougé pendant l'année 2021. Et beaucoup fait parler de lui, C'était, cette année 2021, c'est 40 milliards de dollars qui ont été dépensés dans les NFT. Alors cette folie a frappé le grand public dès mars 2021 avec la vente du collage de l'artiste Beeple chez Christie's pour 69,3 millions de dollars. C'est la première vente du genre de la maison Christie's. Et puis il y a eu un boom cet été et depuis la courbe est croissante. Les NFT font quotidiennement l'actualité. Mais finalement, selon le rapport, il y a très peu en sont les détenteurs et très peu surtout font des plus-values. Selon Chainalysis, seulement 28% des NFT achetés neufs rapportent un bénéfice à la revente. Exactement, ils disent seul un tout petit groupe d'investisseurs hautement sophistiqués amassent la majorité des profits de cet univers. Ce sont près de 10% des détenteurs de NFT, soit 33 000 personnes, qui possèdent 80% du marché.
Alors certains disent qu'on tend vers une stabilisation du marché, vers des jetons plus utiles, c'est-à-dire des jetons qui pourraient permettre un accès à un jeu vidéo par exemple. Et dans ce cas-là, les valeurs seraient beaucoup plus basses, beaucoup plus stables. Et on entendrait un peu moins parler des chiffres mirobolants de 2021. C'est ça, donc la folie des débuts et ensuite on s'attend à une certaine stabilisation. On parle d'un marché à 40 milliards, ça veut dire que les fraudes se comptent quoi en millions, Sybille ? Voilà, on a aussi entendu parler de plusieurs fraudes et forcément celles-ci rapportent gros. En une nuit, cette semaine, plus de 2,2 millions de dollars de NFT ont été volés. C'est auprès du collectionneur d'art et galeriste basé à New York, Todd Kramer de la galerie Ross & Kramer. Il a fait une annonce sur Twitter. « J'ai été piraté, tous mes singes ont disparu, ils viennent d'être vendus, aidez-moi s'il vous plaît ». Bon, le tweet a été supprimé depuis, mais voilà, il a été victime d'une escroquerie par hameçonnage. Le galeriste avait une quinzaine de NFT de la collection qu'on voit ici, Bored Ape Yacht Club et Mutant Ape Yacht Club. Environ 200 000 €, soit 70 Ethereum chacun. Ça fait cher. Bien sûr. Ouais. Et donc là, on voit que le marché n'est ni structuré ni régulé, que les victimes, donc les acheteurs, sont très vulnérables dans un monde peu maîtrisé. Voilà, ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies arrive également dans le monde des NFT. Alors on change radicalement de registre maintenant, Sybille, et on va trouver un petit peu de fraîcheur au Japon à présent. Voilà, c'est le prix Matsutani du fonds de dotation Sean qui a été décerné à Yoshi Kamimura. C'est ce que détaille le quotidien de l'art. Ce prix a été créé en 2016 par deux artistes, Kate Van Houten et Takesada Matsutani. Une dotation de 10 000 € au vainqueur. Chaque année, une personnalité du monde de l'art est invitée par Sean pour proposer 5 artistes à un jury avisé. Donc là, c'est Yoshi Kamimura qui est né en 1982 à Chiba au Japon. Il est diplômé des Beaux-Arts de Tokyo et son travail met en relation le son et l'image. Il réalise ce qu'on appelle des soundscapes, donc des paysages sonores. Cela peut prendre différentes formes, des installations immersives, des œuvres picturales, des performances. Et il a été exposé à la Bibliothèque nationale de France en 2020. Voilà, donc c'était les actualités de la semaine du monde de l'art, donc la première semaine de janvier où on a tiré un certain nombre de bilans. Merci beaucoup Sybille, et on enchaîne avec vous, Thomas Sédou, fondateur de Sédou et Associés Fine Art. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci de me recevoir. On reste dans le sujet donc des sujets en lien avec le monde de l'art. On va parler ensemble de garanties, ces garanties qui sont proposées par les maisons de vente aux enchères avant une œuvre. C'est un mécanisme qui est assez méconnu mais qui peut avoir quand même un impact direct sur le prix de vente de l'œuvre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement ce que c'est qu'une garantie? Bien sûr. Alors, le processus normal de consignation en vente aux enchères consiste à ce que vous confiez votre tableau à une maison qui va vous donner une fourchette d'estimation qui représente la valeur de l'œuvre et avec laquelle vous allez définir un prix minimum de vente qui est un prix de réserve, en dessous duquel, lors de la vente aux enchères, si ce prix n'est pas dépassé ou atteint, l'œuvre reste invendue. Il y a une vingtaine d'années, environ même 25 ans maintenant, certains avocats américains qui s'occupaient de successions très très importantes, ayant une responsabilité juridique engagée eux-mêmes, ont demandé aux ventes aux enchères la possibilité de se protéger en demandant un minimum financier, un minimum de prix par rapport à soit un tableau, soit une collection de tableaux à être mise en vente. Et donc, cette espèce d'assurance qui vous garantit un prix minimum lors de la vente aux enchères vient à un prix, bien entendu, qui est, si cette garantie doit être dépassée, à ce moment-là, le surplus est divisé entre la maison de vente aux enchères qui a donné la garantie et le vendeur. Parce que d'une certaine manière, en garantissant l'œuvre, la maison de vente aux enchères devient copropriétaire de l'œuvre. Mais ça veut dire qu'il y a une estimation, donc mettons qu'une œuvre qui pourrait aller jusqu'à, je ne sais pas, 10 millions d'euros, une estimation qui est faite à 5 millions, mais la maison de vente aux enchères pourrait dire qu'il y a une garantie de vente à 3 par exemple, c'est ça? Je vous vois très hésitant, vous ne souhaitez pas me donner le tableau à 5 millions parce que vous avez peur que dans le climat actuel, nous n'allons pas atteindre le prix souhaité. En contrepartie, moi je vais revenir vers vous en vous disant, écoutez, quoi qu'il arrive, je vous garantis 5 millions. Quoi qu'il arrive le jour de la vente. La maison de vente. Alors, la maison de vente, ce prix, c'est évidemment pris sur Nostro, sur le compte interne de la maison de vente aux enchères, sur les finances de la maison, et ça peut être un poids très très important. Surtout qu'au fur et à mesure des années, le nombre de garanties s'est multiplié, et ça a été une demande non plus réservée à des avocats américains dans le cadre d'une succession importante, mais à peu près tout le monde, à tous les vendeurs qui se disent, écoutez, moi si vous me proposez un prix minima, je suis partant. Et donc ce que les maisons ont fait pour que ça ne pèse pas trop sur leurs finances en interne, c'est qu'ils ont revendu ces garanties à des tiers. Qui est à la grande mode aujourd'hui, où 80% des garanties sont financées par des tiers, qui peuvent être, on espère, des collectionneurs, qui souhaitent avoir
un pied dans la porte, si je puis dire, en s'engageant sur une garantie sur un tableau, ou alors des financiers qui le font de façon totalement spéculative et qui espèrent profiter de la hausse du marché de l'art pour pouvoir gagner de l'argent. Donc c'est un mélange des deux, mais c'est devenu extrêmement important. C'est développé vraiment ces garanties de tiers en 2017, lors de l'apogée du marché, et ça représentait pratiquement 80% des lots présentés en vente. Mais ça fausse pas complètement le marché de la vente en elle-même s'il y a déjà un acheteur qui est prêt à acheter à un prix fixé Vous avez à tout à fait l'avance. raison. Ça fausse pas, ça modifie le processus de vente. Avant, 80 ou 100% de l'intérêt manifesté pour un tableau par le biais des enchères se faisait lors de la vente auprès du commissaire-priseur. Les gens levaient la main, étaient au téléphone, participaient. Aujourd'hui, il y a une sorte de pré-vente qui se passe effectivement, puisqu'il y a un travail secret en interne préalable à la vente entre le garantisseur et le vendeur, où ils trouvent un accord qui est secret sur un montant minimum. Donc c'est vrai que aujourd'hui, ces montants minimums sont devenus des montants maximums, souvent bien au-delà des records du monde établis. Donc le jour où l'œuvre arrive en vente aux enchères, finalement, vous commencez les enchères au montant de la garantie, par la force des choses, et ce montant est déjà un prix record. Donc vous avez, si vous voulez, une partie des enchères qui manque maintenant, parce qu'elle est discutée en amont, si je puis dire, de la vente, pour rassurer les vendeurs et pour rassurer le marché. Donc c'est vrai que dans une période de pandémie comme celle d'aujourd'hui, qu'on a vécue depuis 2 ans, où le marché était très incertain, où les vendeurs, évidemment, étaient extrêmement hésitants à consigner en vente aux enchères, le fait d'avoir des garanties les a rassurés et leur a permis de tester le marché, si je puis dire, et nous, intervenants du marché, d'avoir un marché. Tout simplement, parce que la crise a été quand même terrible. On parle des résultats pharaoniques des maisons de vente aux enchères, mais 2020 a été une année extrêmement difficile, et justement les garanties se sont comportées un peu comme une quille d'un bateau, en permettant de stabiliser et de renouer avec un marché. Vous pensez que ces résultats si bons, justement, ont été portés par les garanties et grâce aux garanties? Oui, absolument. Je pense que les garanties ont joué un rôle très important. Je pense que surtout 2021 a été une année exceptionnelle parce que 2020 a été une année inexistante et de nombreuses collections assez extraordinaires ont été repoussées à l'automne dernier, en novembre dernier, la collection Cox, la collection Maclo, qui ont permis de booster les résultats et qui montrent un appétit aujourd'hui très très important pour les œuvres d'art, mais une hiérarchie, comme vous avez parlé des NFT tout à l'heure, une hiérarchie qui a complètement changé, où il y a des nouveaux acteurs. Si je veux demain, moi, me rendre dans une maison de vente aux enchères pour enchérir sur un tableau, est-ce que je vais continuer à le faire de manière traditionnelle si je sais qu'il est déjà possible que... On sait que c'est garanti. Oui. Oui, c'est garanti. Alors, on le sait par le biais de petits symboles qui précèdent le numéro du lot dans le catalogue de vente ou en ligne. Donc, si vous avez accès à l'information et si vous connaissez le système, vous allez identifier les symboles et savoir si la garantie a été donnée par la maison de vente aux enchères ou financée par un tiers. Mais c'est vrai que si vous ne connaissez pas du tout le système, 90% des chances, vous ne savez pas que le lot en question est garanti. Maintenant, le lot en question est garanti, c'est de l'argent, c'est des vraies transactions et c'est complètement légal. Mais vous vous battez contre quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui a un avantage, puisqu'il a passé un accord avec la maison de vente au préalable, et lui va avoir une remise sur la commission ou une partie du prix supérieur à la garantie. Et qui a fixé un seuil déjà très élevé. Mais on en parlait un peu avant l'émission. À partir du moment où on vous propose une garantie financière et un minimum de prix, la question devient uniquement le montant. C'est-à-dire celui qui vous offrira plus entre Arcurial, Sotheby, Christie's, Philips, sera celui qui représentera le tableau, et votre tableau. Donc ce n'est plus une question vraiment de marketing, de campagne de promotion. Oui, ça compte aussi, mais au final, c'est uniquement le montant qui compte, le montant de la garantie. Et donc ça pousse un peu le marché dans ses extrêmes. Donc c'est-à-dire que plus on est une maison de vente aux enchères, donc avec des moyens, plus on peut récupérer les tableaux qu'on pourrait vendre le plus cher possible, parce qu'on pourra offrir des garanties plus élevées. Bien sûr. Maintenant, ça marche dans un marché où la demande est très forte, et un marché en croissance, c'est fantastique parce qu'on a toujours, même si la garantie paraît très élevée, on a un pied de retard par rapport à un marché qui est en pleine explosion. Quand on est dans un marché plus stable, voire plus sensible à l'évolution économique, voire même en légère descente, les garanties sont un pari très très dangereux, bien sûr. Mais du coup, je reviens à ta question, Nicolas. Quel est l'intérêt du coup pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop d'aller en salle de vente? Parce que ça décourage pas quand même
Je pense que la maison de vente aux enchères d'abord présente un ensemble d'œuvres que vous ne verrez pas ailleurs. Ensuite, il y a la vente aux enchères permet une transparence de la finalité de la transaction. On n'est peut-être pas là au départ, mais on est là à l'arrivée. Oui, parce que le montant de la garantie n'est pas connu par l'acheteur. Non, d'accord. Et absolument, il peut le demander. Pas connu. On le sait à peu près. D'accord. On peut le l'estimer. sait à peu près. Et c'est vrai que en général, des nouveaux acheteurs qui achètent à un niveau d'œuvre assez importante sont systématiquement conseillés par des tiers, par des gens comme moi, qui disent et qui analysent l'œuvre qui va arriver en vente et qui leur disent attention, ça a été garanti à tel niveau, etc. D'accord. Okay. D'avoir l'information à disposition. C'est comme tout métier, en fait. Tout métier demande aujourd'hui de plus en plus de professionnalisme et un peu une vue de l'intérieur pour qu'on sache les deux côtés de la pièce de monnaie, si je puis dire. Et vous disiez qu'on pouvait aussi négocier les frais, donc un garantisseur pourrait avoir des frais un peu plus bas. Bien sûr, bien sûr, ça c'est normal. Le garantisseur qui, entre guillemets, prend à sa charge une garantie de 10 millions de dollars sur une œuvre d'art et donc qui soulève le poids financier à la maison de vente aux enchères en le prenant pour soi, il a envie d'une contrepartie. Donc, soit il aura la majeure partie de cette clé de répartition au-dessus de la garantie, qui en général est 70% pour le vendeur, 30% pour la maison ou pour le garantisseur, soit il aura une partie de cet argent-là, mais également un retour, une déduction de la commission acheteuse qui se situe entre 20 et 25%. Il pourra avoir une remise sur ce montant-là également. Alors, pour bien se rendre compte et pour conclure, est-ce que là, on a vu, par exemple, en 2021, donc on a vu que ça a été une année record pour certaines maisons de vente aux enchères. Quand on parle des œuvres en tant que telles, on a vu des œuvres que vous auriez jamais imaginé partir à un prix aussi élevé, qui, avec les garanties, sont partis beaucoup plus élevés. Sans aucun doute, la plus grande surprise de 2021, ça a été les 5000 derniers jours de Beeple, le NFT, où jamais on imaginerait qu'une œuvre virtuelle puisse se vendre pour 69 millions de dollars. J'irais même au-delà. On ne savait pas ce que c'était qu'un NFT ni qu'une œuvre virtuelle. Donc c'était vraiment inimaginable. Et donc ça, c'était une œuvre garantie selon vous ? Non, ça n'était pas garanti parce qu'on n'avait absolument aucune... D'accord. Okay. En termes de montant. Bien sûr. Maintenant, en ce qui concerne les garanties, il n'y a aucun doute que les deux collections, qui est la collection Cox de tableaux impressionnistes et post-impressionnistes vendus au mois de novembre chez Christie's et la collection Maclo vendue chez Sotheby's à 660 millions de dollars, que les deux étaient garanties, les deux collections. Toutes les œuvres de la collection. Toutes les œuvres étaient garanties. Une partie était revendue à des tiers, une partie était maintenue par la maison, mais sans aucun doute, ça a contribué au prix record qu'elles ont obtenu, et sans aucun doute, ça a permis de présenter ces collections dans un marché encore très incertain. Et pour nous, c'était très très important. Sinon, ils ne se seraient pas permis de mettre en vente... Non, sinon ils n'auraient pas pris le risque de mettre en vente ces deux collections très très importantes sans avoir des assurances financières, ça c'est sûr. Donc les garanties nous ont permis de les avoir, ces collections, et de renouer avec un succès sans précédent. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin de cette interview. Merci Thomas Sédou, fondateur de Sédou et associé Fine Art. Merci également Sybilla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine où nous allons nous poser la question des dons aux formations politiques alors que l'année 2022 qui s'ouvre sera justement celle de l'élection présidentielle. Comment donner un candidat pour sa campagne ? Quels sont les avantages ou les conditions pour le faire ? Nous en parlons avec Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocats. Bonjour Aïda Kamoun. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, un sujet donc en lien avec l'actualité de cette année puisqu'on va parler donc de ces potentiels dons qu'on peut faire à une formation politique. Il y a une différence à faire quand on est dans une chronologie finalement ou dans une période de campagne électorale que le reste du temps. Là aujourd'hui, si on veut, en tant qu'épargnant, faire un don au candidat ou à la candidate de son choix, c'est possible, et deux, quel est le mécanisme pour le faire ? Alors oui, bien évidemment, c'est tout à fait possible, et celui qui va réaliser donc un don va pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt. D'accord. Juste une petite question, il ne faut pas forcément être adhérent à un parti politique ou militant pour le faire ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a une distinction qui se fait entre les dons qui sont réalisés dans le but de financer une élection et les dons ou les cotisations qui vont être versées à un parti politique. D'accord. Alors, la réduction d'impôt va être la même, mais la limitation des montants que l'on peut donner, par contre, va être différente. Et alors, si on prend le cas d'une campagne électorale, et donc là, d'un candidat choisi à qui on voudrait faire un don, comment ça fonctionne concrètement ? Alors, concrètement, là, pour l'année 2022, il va y avoir finalement deux élections importantes. Il va y avoir les élections présidentielles, il va y avoir également les élections législatives. On va pouvoir donner
pour financer ces 2 campagnes. D'accord. Le montant va être limité. Il est de 4 600 € par élection. D'accord. Et donc on peut donner 2 fois en fait pour les deux élections sur 2 listes différentes. Exactement. Donc une personne peut donner 4 600 € pour les présidentielles et 4 600 € pour les législatives. D'accord. Voilà. Ensuite, il va y avoir donc une réduction d'impôt qui va être appliquée à ce montant, qui équivaut à 66% du montant qui a été donné. D'accord. Par contre, on ne peut pas donner, cette réduction d'impôt ne sera pas appliquée si jamais le montant qui a été donné est supérieur à 20% du montant du revenu imposable. D'accord. Voilà. Il y a certaines conditions auxquelles il faut quand même faire attention. C'est-à-dire que le don doit absolument être fait soit par carte bleue, soit par chèque, soit par virement. En gros, le don ne doit pas être réalisé en espèces. En gros, il doit être traçable, si je comprends bien. Parce que derrière, il faut qu'on puisse vérifier comment les candidats se sont financés et donc il faut qu'on ait une preuve de la transaction. Exactement. Il faut aussi absolument conserver le reçu qui va être donné en contrepartie. D'accord. Parce que si jamais l'administration fiscale demande le justificatif, il faut être capable de le donner. Donc c'est finalement assez encadré, si je comprends bien. Il y a un montant maximum, mais en plus de ça, un pourcentage par rapport à ses revenus, un montant par élection, et en plus de ça, il faut que ce soit complètement clair vis-à-vis de l'administration fiscale, autant pour le candidat que pour le donateur. Exactement. Le candidat, il va avoir ses comptes de campagne qu'il va devoir justifier, et pour le donateur, il va avoir ce reçu qu'il va devoir remettre si jamais l'administration fiscale le demande. Après, on peut aussi donner un parti politique. Et là, on passe sur un autre plafond qui est de 7 500 € par personne. Alors, il y a bien évidemment toujours ce plafond de 20% de revenus par an, mais il y a un autre plafond qui va se rajouter lorsqu'on donne à un parti politique. On ne peut pas, au sein d'un même foyer fiscal, donner plus de 15 000 € par an. D'accord, c'était justement ma question parce que j'allais généralement, alors on peut avoir des divergences de points de vue politiques dans les familles, mais on peut aussi avoir des convergences de points de vue. Donc là, ça veut dire que dans une campagne électorale, si on reprend le montant que vous nous avez donné, c'est par personne. C'est-à-dire que ça peut être, toutes les personnes du foyer fiscal peuvent faire ce même don, ce qui n'est pas forcément le cas dans un parti politique, c'est ça que vous nous dites ? Oui, exactement. En fait, dans un parti politique, si par exemple, un foyer est composé d'un couple avec un enfant majeur, par exemple. Et que, donc du coup, on a un foyer fiscal composé de 3 personnes. Chacune de ces personnes va donner 7 500 €, peu importe, soit au même parti, soit à des partis différents. Le montant qui va être pris en compte pour le calcul de cette réduction d'impôt de 66%, ce ne sera pas les 22 500 € qui englobera l'ensemble du montant réellement versé, ce sera 15 000 €. Mais ce sera plafonné à 15 000 €. Et ce, même si c'est pour des listes différentes pour une campagne électorale ou pour des partis différents ? Oui, non. Alors ce plafond-là ne concerne que les partis politiques. D'accord, donc là on oublie les listes électorales, on parle que des partis politiques. Les listes électorales, c'est un seul montant, c'est juste le plafond de 4 600 € par personne. Alors effectivement, je mets les deux dedans, donc ça a tendance à compliquer un petit peu. Si on reste sur les partis politiques, pour bien comprendre cette limite de 15 000 €, si je veux donner une personne du foyer fiscal veut donner à un parti politique de droite, qu'un deuxième veut donner à un parti politique du centre et qu'un troisième veut donner à un parti politique de gauche, on est au-delà des 15 000 € donnés à 3 partis différents. Est-ce que là, du coup, on reste... est-ce que du coup, la même limite s'applique, même si les dons n'ont pas été faits aux mêmes formations politiques ? On va cumuler les 3 montants qui ont été versés, peu importe si c'est un parti unique ou plusieurs partis, et on va appliquer le plafond de 15 000 € pour le foyer fiscal. D'accord. Bon, c'est intéressant, effectivement. Donc, c'est très, très encadré, finalement, ce financement de ces convictions politiques. Finalement, on entend quand même que lorsqu'il y a 2 élections dans une année, donc, en fait, on peut faire 2 fois des dons. Quel est l'avantage pour celui qui, au-delà de son engagement, ou celle qui, au-delà de son engagement politique, va financer ? C'est avant tout un avantage fiscal, c'est ça ? C'est pour pouvoir ensuite le récupérer sur sa feuille d'imposition ? En tout cas, fiscalement, oui. Ce sera uniquement un avantage, ce sera une réduction d'impôt de 66%. Sachant que ça englobe, cette réduction d'impôt englobe
tous les dons effectués. C'est-à-dire qu'on va aussi additionner les dons qui ont été faits, par exemple, à des associations. D'accord. Donc, pour le fameux plafond de 20% du revenu global, si, par exemple, en 2022, je donne au titre des élections présidentielles, je donne au titre des élections législatives, je donne également à un parti politique et je fais des dons à une association, l'ensemble de ces montants donnés vont être cumulés. D'accord. On va les comparer au plafond de 20% du revenu global imposable. D'accord. Si jamais on est en dessous, on va pouvoir prendre ce montant et appliquer 66% pour la réduction d'impôt. Si jamais on est au-dessus de ce seuil de 20%, donc on pourra, au titre de l'année 2022, bénéficier jusqu'à 20% du revenu de la réduction d'impôt. Et pour l'excédent, ce sera reporté sur les années d'après, jusqu'à 5 ans. C'est pas perdu, c'est reporté sur les années suivantes. C'est reporté dans les mêmes conditions sur les années suivantes. Donc ça veut dire que en 2023, l'excédent, on pourra venir lui appliquer la réduction d'impôt de 66% et pouvoir ainsi en bénéficier. Et ça va comme ça jusqu'à 5 ans. Donc si je suis un gros donateur d'association et que j'ai déjà donné une partie de mon épargne en association et que je veux faire des dons sur la campagne présidentielle, effectivement, ça me permet de récupérer fiscalement ces dons-là en 2024 ou 2025. Alors. Exactement. Une question dont on a déjà la réponse dans le nom puisqu'on parle de donation, mais c'est au moins comme ça le sujet sera clair. Est-ce que je peux récupérer mon capital si jamais le candidat a été élu en période de campagne électorale ? Alors non, ça n'a rien à voir. Enfin, le fait que le candidat soit élu ou pas à l'issue des élections n'a aucun impact sur le montant de la réduction d'impôt dont on a bénéficié ou dont on peut bénéficier. Bon, comme ça au moins c'est clair. Est-ce que vous savez, Aïda Kamoun, si c'est des dons qui sont assez répandus aujourd'hui ? Si c'est, est-ce que les Français sont conscients que ça existe ? Et deux, est-ce que c'est quelque chose qu'on vient souvent chercher pour aller chercher une aide fiscale en plus ou une réduction fiscale en plus ? Alors, je sais que les partis politiques, maintenant, ont tendance à vouloir aller chercher ces fonds privés. Bien sûr. Ouais. Surtout que depuis 1995, les fonds, on ne peut plus percevoir de fonds de société. D'accord. Donc, c'est uniquement soit les fonds publics, soit les fonds privés. Du coup, oui, on a tendance à aller chercher. Après, les donateurs, très souvent, ça peut être des petits dons. 100 €, 50 €. Ce n'est pas oui, parce que là, on parle de sommes, effectivement, voilà, de 4 000 €. C'est quand même une somme assez engageante pour un particulier. Et d'ailleurs, vous nous parlez de petits dons. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire plusieurs fois des dons dans la même année, par exemple, à un parti politique ? Oui, bien sûr. Oui, c'est pas obligé d'être une seule fois pour ensuite être pris en compte fiscalement. Non, en tout cas, le texte ne prévoit pas. Et pareil pour une campagne électorale ? Le plus important, c'est que ce soit fait entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une même année. Et pareil pour une campagne électorale, pour le coup. Oui. Où là, pour le coup, c'est pas une seule fois. On peut faire plusieurs dons cumulés. Un don en janvier, un don en février, un don en mars. Voilà. Par contre, si on fait un don, par exemple, à un parti politique en janvier, en mars, puis encore en janvier de l'année suivante, voilà, ce sera comptabilisé sur 2 années distinctes. Merci beaucoup, Aïda Kamoun, d'être venue nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ces dons, donc ou lors d'une campagne électorale ou directement à un parti politique, et donc la fiscalité qui est associée. Je rappelle que vous êtes avocate fiscaliste chez Villaret Avocats. Merci à vous également de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.